Bien, nous allons enchaîner. Bonjour, je suis Gilles Baume, je suis responsable du développement des publics et de la communication du CAPC. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Yann Châtaignier-Titelman, qui est auteur et curateur. Je vous renvoie à la riche biographie dans le petit livret que vous trouvez à l'entrée. Et Yann a été commissaire en chef du CAPC entre 2007 et 2009. Et dans le cadre d'Atrium TV, donc, nous allons porter un regard à distance sur une exposition, et en particulier donc une exposition IAO, une exposition qui a eu lieu il y a 15 ans, en 2008, dans la nef du CAPC, qui était le fruit d'un travail d'équipe. Je pense qu'on en reparlera. Pour dire quelques mots avant de laisser d'échanger avec Yann, donc une exposition sur le thème du psychédélisme en France, à la fois dans les arts plastiques, mais aussi dans le cinéma, la musique, dans aussi des formes de contre-culture, et l'intention de mettre à jour une scène ou des scènes artistiques souterraines en mouvement avec des objets, des contenus qui peut-être viendraient résister à un format classique format d'exposition. Alors c'est une exposition qui continue. Ah, il n'y a plus de... Attends, je te change de micro. Merci beaucoup. Ça marche, merci. Donc ce qu'on peut noter, c'est que c'est une exposition qui te travaille, on peut dire ça, puisque dans le catalogue donc, qui paraît à l'occasion de ce week-end anniversaire, 2023, 1973, une histoire d'exposition, tu as écrit une lettre à cette exposition IAO, puisque pour t'adresser à elle, et avec cette exposition qui donc venait peut-être mettre en temps et en espace non pas des œuvres finies, pas des archives mortes, mais effectivement aller vers ces explorations, puisque le sous-titre de l'exposition, c'était Exploration psychédélique en France, 1968, infini. Ces explorations proposaient une tentative d'exposition. Donc, comment raconter cette exposition aujourd'hui et quelle est l'actualité de ce projet, aussi à un niveau peut-être personnel. Voilà. Bah, c'est vrai que quand on dit que c'était il y a 15 ans, ça me fait toujours un petit peu bizarre. Pourtant, les archives sont là pour le prouver. J'ai l'impression que c'était hier, ou j'ai l'impression que ça continue d'agir, cette exposition et cette recherche. Je crois que j'ai jamais vraiment cessé de réfléchir à ce qu'on a commencé à exposer dans le cadre de cette exposition. Et c'est vrai qu'elle avait été pensée dans une certaine urgence, certainement liée à une nécessité de parler de ce sujet, pour plein de raisons, géopolitiques, parce que l'histoire des années 60, et en particulier de ce qui s'est passé à la fin des années 60 en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Amérique du Sud, était souvent racontée à travers une perspective anglo-saxonne. Et les scènes, les autres scènes, étaient souvent soit minorées comme étant on peut dire des exceptions ou des particularismes par rapport à une vision un peu plus mainstream autour de la contre-culture essentiellement américaine et anglaise, ou voire complètement absente, ou souvent pensée à l'aune d'un canon qui était défini par des historiennes et des historiens de l'art d'un autre continent. Et on avait le sentiment que ce qui s'était passé dans le pays dans lequel on habitait était un sujet qu'il était urgent de mettre au jour. Aussi parce que en 2008, quand l'ouverture
de l'exposition a eu lieu, quand on a commencé à réfléchir, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un hasard de l'histoire qui faisait qu'on allait célébrer les 40 ans de mai 68 et qu'il y avait là une espèce de constellation, enfin en tout cas des planètes s'alignaient puisque on avait découvert que une des dates de naissance possibles de l'art ou de la musique psychédélique en France, c'était mai 68, avec le premier concert de la communauté Gong pendant les soulèvements de mai 68 dans une salle d'université. Et qu'autour de mai 68 se cristallisaient toutes sortes d'autres démarches très radicales, qui avaient été souvent éphémères, qui avaient été souvent, de fait, on pourrait dire, un peu laissées dans l'ombre de l'histoire, ou qui s'étaient elles-mêmes auto-sabordées de par leur radicalité politique et esthétique. On peut parler par exemple du groupe Zanzibar et de différentes autres manifestations, qu'elles soient artistiques, littéraires, performatives, activistes. Et voilà, il y avait une urgence aussi pour nous à prendre... enfin, j'aime pas trop employer le terme contre-culture parce que ça veut dire qu'il y aurait une culture et une contre-culture. La contre-culture serait peut-être comme une espèce d'invention de la haute culture pour se définir par rapport à une sous-culture. Alors, je dirais plutôt par rapport à comment on pourrait dire ça, à ces expérimentations. Il y avait une nécessité, une urgence à les prendre au sérieux et à pas les utiliser comme des illustrations de ce qu'aurait été un grand art, la peinture, la sculpture, le dessin ou autre, comme un décor ou une manière d'animer un musée. C'était souvent comme ça que, notamment la musique et le cinéma traverse expérimental, ou la littérature, la poésie étaient souvent montrées à l'époque dans les institutions que moi je connaissais. Et j'avais l'impression que c'était important de retourner en quelque sorte le rapport de hiérarchie et de les mettre au centre d'une exposition et de mettre l'art, entre guillemets, le grand art, sur les bords. Et donc dans le dispositif qu'on avait imaginé, les œuvres n'étaient pas au centre de l'espace. Les œuvres d'art, dites les œuvres muséales, les objets qu'on avait trouvés, cherchés, collectés, les quelques œuvres d'art qu'on considérait comme psychédéliques, il n'y en avait pas beaucoup, volontairement. Et en plus, elles étaient placées un peu dans l'ombre. Et elles définissaient comme une espèce de scène ou de décor. Elles étaient comme les gardiennes de cette histoire silencieuse sur la périphérie de la nef. Alors ça, c'est une des premières choses comme geste curatorial qu'on a voulu faire, c'était voilà, cette espèce de retournement du gant et de vider la nef, de l'exposer dans toute à la fois sa beauté, mais aussi son vide, et d'y disposer plutôt une espèce de machine à générer de la musique, du temps, de l'espace, de la parole, des images en mouvement. Oui, parce que pour préciser, il y avait donc une question d'organisation de l'espace, mais aussi de temps en fait, qui était voilà très très singulière sur ce projet. Oui, il y a une histoire qui se racontait sur la durée de l'exposition, et dans ce sens, elle était aussi très située dans ce lieu de la nef de l'entrepôt des entrepôts Lenné, où on voulait vraiment que l'exposition naisse de cet espace et de la lecture qu'on voulait en faire en relation avec ses usages passés, notamment scéniques, théâtraux, puis d'organisation d'événements, de festivals, pour la faire résonner un peu de manière différente. Donc on ne l'a pas complètement masquée, mais il y avait quand même cette idée de ne pas magnifier cette architecture, mais plutôt de la placer dans l'obscurité, d'en faire comme une salle de concert qui aurait été partiellement abandonnée. Donc on arrivait dans l'espace et il y avait cette installation magistrale de Lily Reynaud-Dewar qui était une des membres du collectif curatorial qu'on avait constitué à l'époque. Et elle était l'artiste qui avait ce rôle, elle était vraiment instrumentale dans la vision curatoriale et dans la recherche, dans la manière de donner forme et de partager ses recherches, en trouvant des manières, en trouvant des langages plastiques qui pourraient signifier, sans faire de grands discours, la position qu'on entretenait par rapport à cette histoire, ces utopies dont on était nostalgique sans les avoir vécues, ces échecs de ces révolutions, de ces soulèvements partiels ou
ou complet, de ces disparitions, de ces gens qui n'ont pas voulu rentrer dans une forme d'institutionnalisation, de marchandisation ou de muséification de leurs pratiques. Comment faire pour montrer cette absence-là? Et elle a trouvé cette forme incroyable de ces immenses yeux qui regardaient le public quand ils entraient dans l'espace, ces yeux mandala, donc en forme de mandala coloré, qui prenaient toute la place du fond de la nef, et cet espace qui était divisé à l'aide de 3 grandes scènes triangulaires de taille et de hauteur différentes, dont une des parois était couverte d'un grand miroir dans lequel le public se reflétait, mais aussi l'espace se décomposait, dont une était utilisée pour y présenter en continu des films qui n'avaient pas encore été montrés, donc on avait trouvé dans les archives de Pierre Clémenti, un cinéaste, artiste, acteur français, on l'appelait l'ange noir du psychédélisme. C'était un peu une de nos figures, voilà, une de nos obsessions. Malheureusement, j'ai pas le temps de revenir en détail sur toutes les œuvres qui étaient montrées, mais c'était très important pour nous que ces films, qui avaient été choisis en collaboration avec un autre membre du groupe, qui était Bertrand Grimaud, un programmateur de cinéma expérimental et un fin connaisseur de l'avant-garde, notamment française, de montrer ces films dans un contexte live, et donc de rappeler que ces films n'avaient pas été faits pour être, comme on dit, contemplés dans un cinéma, mais ils étaient faits pour être montrés souvent dans des contextes de concerts, de performances, d'actions collectives, où les auteurs et le public se mélangeaient souvent dans une espèce de communion autour du son, de l'image, des corps, des odeurs, et de toutes les choses qu'on peut utiliser pour communier autour de la musique. Et dans cet espace qui avait été conçu par Lily, avec une division qu'on avait imaginée un petit peu mystique de l'espace en 7 grandes parties, un peu comme des chakras ou des états de conscience qui s'altéraient et qui allaient un peu vers l'illumination, on avait disposé d'abord les archives, les restes de ces histoires, donc des costumes de scène, des outils qui étaient utilisés pour réaliser des spectacles lumineux, des light shows, qui étaient disposés comme des reliques archéologiques, des photographies, beaucoup de photographies de concerts, beaucoup de portraits de gens, parce que cette histoire se racontait beaucoup à travers les destinées de ces personnes, et donc de montrer leur visage, de dire leur nom, c'était très important. Et c'était le lieu où se déroulaient principalement les différentes activations, les différents états live de l'exposition, où là, d'un seul coup, se cristallisaient vraiment toutes les intentions curatoriales, puisque pour l'ouverture, c'est dans cet espace, et devant ces 2 grands yeux mandala qui, comme des yeux hallucinés, ou ces espèces d'idée d'une vision étendue, d'une conscience élargie, se donnaient en fait les concerts d'ouverture. Et pour l'ouverture, donc, on avait envie de montrer comment on pouvait, d'une certaine manière, électriser un musée et en faire une grande salle de concert de rock psychédélique pendant 2 ou 3 jours. Ici, dans l'Atrium, c'était plus les bureaux, c'était les loges des musiciens, donc c'était assez étonnant comme ambiance. Surtout au milieu de la nuit. On aura ce soir aussi, un peu plus tard dans la soirée. Donc il y avait toute une partie qui n'était pas accessible au public, mais qui faisait vivre le musée comme une communauté temporaire. Et voilà, on a essayé d'utiliser tout l'espace avec la bienveillance et le courage et je sais pas comment on pourrait dire, oui, un peu la folie aussi de tous les gens qui ont permis que ce projet existe. Moi, Charlotte Lobar, pour l'avoir initié, pour nous avoir conduit et guidé dans ce projet, a fait aussi partie à sa manière de cette aventure. Et comme on savait qu'il nous fallait des visions diverses qui se conjuguent, on a associé au projet une personne qui était très importante dans la réflexion, qui était Maxime Guiton, un très fin connaisseur et amateur de musique expérimentale et curateur et chercheur et auteur, qui a travaillé nuit et jour pour constituer cette programmation absolument extraordinaire, et Axel et Tiffany Blanc, qui étaient historiennes de l'art et curatrices, et qui ont travaillé plutôt sur la partie, on va dire, le lien entre ces différents éléments et ce qu'on pourrait appeler l'art contemporain. J'ai une question sur peut-être il y avait une place dans ce projet importante au graphisme.
à la fois par la présence de tracts et puis aussi de création d'affiches. Est-ce que justement ce langage graphique, c'est pas justement une entrée voilà, très, très pertinente et pleine de sens par rapport à ces scènes qui étaient convoquées au-delà justement d'une archive ou d'un simple document, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai dans le sens où le point de départ de l'exposition est la passion qui nous reliait aussi à la chose imprimée. Et on a eu souvent connaissance de ces histoires, surtout à travers les collections ou les trouvailles qu'on pouvait faire de fanzines, magazines éphémères, dont des fois certains sortaient qu'un numéro, tout ce qui était les tracts, les affiches, les posters, les pochettes de disques. Et donc on a constitué une espèce de documentation assez extraordinaire dont on a donné accès sous la forme de facsimilés pour que les gens puissent les feuilleter. Malheureusement, les objets étaient trop précieux ou les personnes qui nous avaient prêté ne pouvaient pas nous les laisser. Mais c'était pour nous évidemment très important que le toucher, que la possibilité de comprendre en fait que ces choses qui étaient faites justement pour circuler se devaient d'être utilisées et constituer vraiment une expérience de lecture, une expérience de... mais d'une autre manière, ouais, c'est aussi pour ça que une des personnes qui était très importante aussi dans le projet, que je dois absolument mentionner, c'est Laurent Fétis, le graphiste qui a fait tout le design graphique de l'exposition, du poster de l'exposition, où l'installation de Lily Renaud-Dewar devenait ce visage un peu fantomatique et halluciné qui invitait les spectateurs à entrer dans cette expérience, les spectatrices, dans cette expérience d'altération des sens, jusqu'à être aussi un des conseillers absolument essentiels de par sa passion, sa fascination aussi pour ces productions graphiques expérimentales de l'époque. Mais je dois dire aussi que ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas entrer dans cette logique d'association, je ne sais pas comment on pourrait dire, d'isomorphie avec la manière dont l'art psychédélique ou le psychédélisme a été stéréotypé à l'aune du design graphique et des illustrations anglo-saxonnes. Et ce qu'on a voulu faire, c'est d'essayer de sortir un petit peu de ces stéréotypes pour montrer que ça a été stéréotypé pour diverses raisons. La première commerciale, pour promouvoir en fait une version un peu apaisée et je sais pas comment dire, bien pensante, surtout pas critique des 60s. Et donc c'est clairement une stratégie commerciale. Et on rejoignait en ce sens beaucoup de critiques et d'historiens de l'art qui remettaient vraiment en question la dimension, les puissances critiques du psychédélisme à cause de ça. Et pour montrer qu'en fait, ce qui nous paraissait être le plus agissant dans ces scènes, dans ces néo-avant-gardes des années 60, ne ressemblait pas du tout à ce qu'on imaginait comme étant le lieu commun du psychédélisme. C'était parfois des formes très minimales, comme par exemple les peintures d'Olivier Mosset, ces cercles noirs sur fond blanc, qui en fait apparaissaient aussi dans un film psychédélique de Serge Barre qu'on avait montré en ouverture d'exposition. Donc en fait, il y avait comme des espèces d'associations comme ça entre les films, les œuvres, le discours, qui montrait qu'en fait ces cercles, en fait, quand on les utilisait à la manière dont Mosset voulait les utiliser à l'époque, à la fin des années 60, ils bougeaient, ils devenaient des espèces de vortex, ils devenaient des espèces de cercles dans lesquels on entrait, de tuyaux dans lesquels on entrait pour naviguer dans des passages vers un autre monde. Que en fait, ce qu'on voyait dans le cercle, c'était pas en fait la surface du cercle, mais en fait c'était un tuyau vu de face, par exemple. Ça, c'était un peu notre théorie de ces peintures, ou les sculptures psychédéliques de Martial Ress, qui a été associé au pop art, puis après à une espèce de retour à l'ordre entre guillemets de la peinture figurative. Et en fait, Martial Ress était clairement en fait un artiste psychédélique qui a fondé une communauté alternative, une espèce de société secrète, et où les sculptures de mousse éphémères de David Medalla, qui était un artiste anglais, qui avait un collectif de performance, qui habitait brièvement à Paris, et dont les sculptures de mousse pouvaient faire penser plutôt à du process art ou à des choses organiques, et en fait étaient clairement en fait, des espèces d'images psychédéliques, de visions, d'hallucinations et de formes voilà, vivantes.
Et donc on a essayé voilà, d'agencer, en fait, d'organiser un petit peu différemment la perspective sur la question esthétique en nous défaisant un petit peu des clichés pour essayer d'aller à l'intérieur ou voir derrière ce qui se passait derrière les œuvres. Cette histoire de psychédélisme renvoie effectivement vers les États-Unis, vers des horizons plutôt américains. Et là, c'était plutôt l'idée aussi de cette perspective française. Quand on a échangé avant, tu m'as aussi parlé justement peut-être de cette importance de Bordeaux dans ta culture musicale, que c'était aussi un point. Voilà, c'est une ville qui a une très forte histoire, effectivement, avec beaucoup de lieux de musique qui ont disparu aujourd'hui, qui ont marqué voilà, plusieurs générations. Et il y avait aussi cet écho-là et ce sens de faire aussi ce projet ici à Bordeaux, non ? Oui, alors c'est aussi dans ce sens-là que l'exposition était située. Elle n'aurait pas eu lieu si moi-même, j'avais pas eu en fait mes premiers émois, mes premières expériences esthétiques en lien avec la musique, puisque j'ai grandi dans une petite ville, dans un village beaucoup plus au sud-ouest que Bordeaux, où en fait on n'avait pas vraiment, on n'avait pas de centre d'art, pas de musée, pas forcément de cinéma d'avant-garde. Le seul accès qu'on avait à la culture quand j'étais adolescent, à la culture innovante et au monde global, c'était à travers les disques et notamment le fait qu'on commandait les disques par correspondance. Donc, avant Internet, on recevait des catalogues, on commandait les disques, on les recevait, et on les écoutait religieusement ensemble. Et c'était ça pour moi, en fait, l'art contemporain, c'était vraiment ce que ces personnes-là faisaient. C'était complètement énigmatique, c'était vraiment un monde visionnaire. Et c'était vraiment un espace dans lequel j'entrais par l'écoute. Et j'avais envie de rendre hommage à ça dans cette exposition avec ses amis qui partageaient un peu la même passion. Évidemment en écho avec Bordeaux, avec son histoire, avec le fait que c'est à Bordeaux que j'ai vu mes premiers grands concerts aussi, quand j'étais un peu plus âgé. C'était là où on venait en pèlerinage pour voir nos premières expositions d'art contemporain. C'est là que j'ai compris ce qu'était l'art. C'est dans ce musée ici. Et donc j'avais envie de connecter ces deux mondes, ces deux histoires. Donc c'est pas du tout autobiographique, mais c'est vraiment essayer de parler de ce chemin long qui me permettait en fait d'essayer de montrer que en fait tout ça était connecté et qu'il y avait la nécessité à un moment peut-être de reconnecter le musée avec cette histoire invisible du son, de la musique, des corps et de cette idée un peu d'une communauté. Après, c'est vrai qu'il y avait un côté un peu manifeste dans l'exposition et un peu, je sais pas comment on pourrait dire, une espèce de tension intéressante dans le fait qu'on voulait vraiment défendre cette idée d'une spécificité française du psychédélisme, mais en même temps en montrant vraiment volontairement que, de manière très intéressante, en fait, la plupart des gens qui ont fait ces scènes n'étaient pas français. Ils habitaient en France, ou ils étaient de passage en France, parfois par erreur, parfois contraints, même légalement, puisque par exemple David Allen, le chanteur de Gong qui marque la naissance de cette histoire en France, lui, il était australien, il était à Londres à cette époque-là, il est venu en France donner un concert, il a été arrêté à la frontière sur le chemin du retour, en possession donc de hashish, et donc il a dû rester en France, contraint et forcé, et c'est pour ça qu'il a créé sa communauté freak dans la banlieue de Paris. Et c'est de là qu'est né, en fait, à travers cette agglomération de plusieurs personnes qui étaient de passage ou qui étaient par là, qui entendaient par bouche à oreille parler de cette expérimentation où ces gens essayaient d'aligner en quelque part la nouvelle musique, la nouvelle esthétique qu'ils voulaient défendre avec leurs idéaux politiques de vie non individualiste, non genrée, non propriétaire, donc vraiment une communauté anarchiste. Et on avait envie de montrer que cette histoire, en fait, elle est une histoire de circulation, de migration, de mélange, d'hybridation et de rencontres parfois complètement hasardeuses entre des personnes qui, d'un seul coup, vont créer une révolution inattendue. Et alors, pour revenir sur le titre, et notamment le signe infini, 1968 infini, peut-être on peut parler de ça justement. Est-ce que c'est toujours pertinent
de se projeter ainsi vers cet infini? Le signe infini, c'était un peu un jeu parce qu'on ne voulait pas justement mettre de date de fin ou de date de présent, parce qu'en fait on était dans une espèce de rapport au temps qui était complètement... on était un peu hallucinés nous-mêmes parce qu'on entrait dans ces histoires, on était complètement obsédés. Moi, j'arrivais pas à dormir, je harcelais littéralement tout le monde, tous les gens, les collectionneurs, les blogueurs, les archivistes, les éditeurs, les artistes, tous mes amis, pour essayer de leur soutirer des informations, essayer de comprendre comment on pouvait rassembler ces choses, par quoi elles étaient connectées. C'était à la limite d'une espèce de névrose, je sais pas, il y avait quelque chose un peu presque un peu trop intense. Et du coup, je me rends compte que c'est aussi peut-être pour ça, toutes ces informations qui ont été accumulées à un moment donné restent pour moi un peu encore à traiter. Et donc dans ce sens-là, ça va vers l'infini parce que je pense que ça va m'occuper, je pense, toute ma vie. Et parce qu'en fait, à chaque fois, de nouvelles personnes apportent un nouveau regard et que l'histoire est vivante parce que c'est un paysage qui se met en mouvement par les relectures continues. Et donc je continue d'apprendre aussi du regard des personnes plus jeunes qui regardent ces histoires avec un œil différent. Mais c'était aussi parce qu'on avait l'impression que, en fait, ces histoires, elles étaient restées un peu inachevées. Elles étaient souvent très éphémères. Des fois, il y avait vraiment des espèces de mouvements qui s'enclenchaient, puis ils étaient tout de suite arrêtés parce que justement, les expériences collectives, ça pose problème. Souvent, ça se disloque, souvent, les histoires ont même été arrêtées avant même qu'elles existent. Des groupes qui se sont formés mais qui n'ont pas eu le temps de sortir un disque, qui se sont séparés juste avant de sortir leur disque, ou des disques qui sont faits mais qui ne sortent pas parce que les distributeurs les trouvent pas au goût du jour ou pas assez vendables. Des artistes qui décident de disparaître pendant un moment, comme Martial Ress, qui avait fait ses œuvres vraiment dans le plus grand secret et qui les a montrées bien plus tard. Et qui, en fait, ont fait que ces œuvres, elles ont existé et pas existé. Donc, en fait, on avait l'impression qu'il y avait comme une espèce de potentialité infinie dans ces histoires qui, en fait, étaient à la fois omniprésentes et en même temps un peu fantomatiques. Et dans ce sens-là, elles restaient comme une matière qu'on pouvait utiliser, parce qu'elles n'étaient pas encore galvaudées par la muséification, par la mainstreamisation, par le discours historique. Et c'est aussi pour ça, je crois, que j'ai jamais réussi à vraiment écrire sur le sujet. J'ai essayé. D'où la lettre oui, aujourd'hui. C'est ce que j'essaie de dire dans la lettre. C'est que j'ai essayé à plusieurs reprises avec un ami. On avait accumulé toute une matière pour faire un livre qui s'appelait Art and Psychedelia. J'ai écrit un texte pour ce livre exactement sur ce sujet, où j'essayais justement de raconter les histoires qui se tissaient dans l'exposition. Et le livre n'est jamais sorti, pour une raison que je ne comprends toujours pas. On a commencé à y travailler en 2012, on est en 2023, et le livre est encore là, on en parle encore, on se dit « Ah, il faudrait qu'on finisse ». Mais en fait, on n'arrive pas, parce que c'est comme si à partir du moment où on posait en quelque sorte ce discours sur ces choses qui justement ont été pensées pour s'évader du discours, s'évader du langage, pour résister en fait aux classifications et au temps, et ben on allait les pétrifier. Et du coup, on a peur de mettre, je crois, une pierre tombale sur cette tombe qui, pour nous, doit peut-être rester encore un petit moment ouverte. Donc cette idée d'une altération de la conscience, elle reste une utopie toujours active, toujours possible.